Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un sujet autour de la régulation thermique, la modélisation, le pilotage par un PID et l'autotuning. Donc c'est un sujet que j'avais traité il y a 4 ans, mais récemment, mon collègue Arnaud m'a posé une question par rapport à un besoin qu'il a. Nous avons échangé et finalement, eh bien, on s'est dit que cette présentation que j'avais faite donc il y a 4 ans méritait d'être partagée. Elle pouvait apporter un éclairage par rapport à des besoins. Donc, à l'époque, j'avais fait ce sujet en SoMachine Motion 4.31, c'était la version de l'époque. Mais vous verrez, c'est très facilement transposable vers Machine Expert, qui est on va dire le nouveau logiciel, le nouveau nom, mais dont la plupart des fonctions sont compatibles de manière ascendante. L'autre point, c'est que dans le programme que je vous partage ci-joint, tout est géré manuellement, donc on ne fait appel à aucune librairie, aucun function block boîte noire. Donc ça veut dire que eh bien, c'est un code qui est portable, hein. Vous avez à votre disposition tout le code source que vous pourrez compiler pour n'importe quelle cible. Donc je décris en particulier le modèle thermique que j'utilise. Bon, je fais des choix, mais voilà, et ça pourra vous aider pour faire vos propres cas de figure. Je décris la régulation, je décris l'autotuning par la méthode des relais. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple mais qui marche assez bien. Et c'est l'algorithme qui est utilisé dans un autre sujet que j'ai fait à propos du function block heating control. Donc c'est exactement le même, ça répond exactement au même besoin, la régulation thermique d'un process. Dans ce FB Heating Control, tout est fait de façon boîte noire pour la cible Pack Drive. Eh bien, en 2019, j'avais fait finalement fonctionnellement quelque chose de, on va dire, de quasiment équivalent, et c'est donc ce que je vous propose aujourd'hui. Donc en pièce jointe de cette présentation, vous aurez le programme en SoMachine Motion 4.31, à nouveau facilement portable vers Machine Expert, et également les traces, hein. Vous verrez dans la présentation qui va suivre, je parle de traces des signaux. Donc pour ne pas passer trop de temps sur le tutoriel, j'ai supposé qu'elles étaient faites et je vous les propose ici en téléchargement si vous souhaitez les étudier plus en profondeur. Enfin, la qualité audio et l'aisance qui sera la mienne dans ce que vous allez entendre, eh bien c'était ce que je faisais il y a 4 ans. Je n'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui, je n'avais pas le même équipement, donc je vous remercie pour votre indulgence sur la qualité un petit peu inférieure à ce que j'ai l'habitude de faire donc aujourd'hui en 2023. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne lecture. Bonjour, je voudrais vous faire une présentation sur la régulation thermique par un système de commande en PWM, une fréquence de base à 1 Hz, qu'on peut piloter donc par une sortie digitale d'un contrôleur. Je vais vous présenter également un function block d'autotuning qui permet de déterminer les paramètres d'un PI ou d'un PID selon la méthode dite des relais. Et puis, nous regarderons l'influence des différents paramètres au travers de différents cas de figure, différentes modélisations que nous pourrons faire. Alors, juste un mot rapide sur la méthode des relais. Donc, on peut trouver de la littérature sur Internet. J'ai trouvé par exemple ce document de quelqu'un du CERN qui explique donc dans ce PDF différentes façons de faire un autotuning. La méthode des relais est une méthode relativement simple et l'algorithme est relativement simple à implémenter. Je ne rentre pas plus dans les détails de la méthodologie, ce n'est pas l'objet pour le moment.
Donc, nous allons commencer par une présentation rapide, une démonstration pour que tout de suite vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors, donc j'ai un programme dans SoMachine Motion, donc je travaille en version 4.31 et je travaille sur un contrôleur LMC physique puisque donc le function block d'auto-tuning, on le verra en détail plus tard, utilise des fonctions de temps, donc il a besoin du timer, on a besoin du contrôleur physique. Alors, je me connecte au contrôleur. Voilà, je vais, donc là je suis en stop, je vais afficher les variables qui m'intéressent pour ce sujet. Alors, est-ce que je suis bien déjà dans le premier cas? Oui, je suis dans le premier cas. Alors, je vais ajouter cette variable-là. Alors, il faut être connecté. Il faut être connecté. Donc, je disais, j'ajoute cette variable AddWatch, j'ajoute la commande max également AddWatch, j'ajoute un reset du function block qui simule, c'est le RAS2 AddWatch et j'ajoute enfin la sortie, celui-là AddWatch, voilà, et je vais pouvoir donc lancer le programme. Lancer le programme, alors ce qui est intéressant, c'est de regarder la trace, la réponse du système. Voilà. Donc le système tel qu'il est là, alors je vais revenir plus tard dans les détails, mais en gros, donc j'ai une machine à état. Si je lance en mode 10, je fais... Alors il me faut également afficher la consigne, le set point, il est... quand je suis en 10, je n'ai pas très bien préparé. Alors, le set point, target point, celui-là, AddWatch, voilà. Donc, je vais avoir une commande à 90%, on le verra plus en détail. Voilà, et je lance une... Donc, si je me mets dans l'état 10 de cette machine à état, dans ce graph 7, je vais lancer une réponse en boucle ouverte. Donc, je vois mon système, j'envoie une commande à 90, donc 90%. Le système monte, il va faire une réponse de système asservi. Globalement, encore une fois, je vais revenir dans le détail plus tard, globalement, je vais avoir une réponse d'un troisième ordre qui peut se voir comme un premier ordre de manière approximative. Voilà. J'ai une commande donc du premier ordre. Si je me mets à 0, c'est pas ça. Si je me mets à 0, si j'arrête la commande, voilà, le système, eh bien, on va arrêter de chauffer, on va redescendre en température. Volontairement, pour cette présentation, j'ai un système assez rapide, assez dynamique, voilà, pour ne pas passer trop de temps dans cette présentation. Donc, quand j'étais à l'état 10 de mon graph 7, je lançais une réponse en boucle ouverte. Je reviens à l'état 0 et je vais remettre à 0 mon système. Voilà. Maintenant, pour lancer l'autotuning, je vais me mettre dans l'état 20. Donc, à l'état 20, il va lancer donc une commande maximale jusqu'à dépasser le set point. Donc le set point, on a 90 degrés. On verra dans les différents exemples, on va toujours travailler entre 90 et 120 degrés. Voilà, l'algorithme attend de retomber en dessous de 90, puis relance une deuxième commande, etc. Il va le faire 4 fois, puis afficher les paramètres optimum du PID. Voilà. Donc là, l'autotuning est terminé. Je rentre en régulation à 90. Alors, je vais afficher ces paramètres du PID proportionnel et le temps d'intégrale. AddWatch. Voilà,
je reviens sur la trace. Donc là, le système régule. Voilà, il régule. Et aussi, je veux afficher comme quoi l'autotuning est terminé. AdWatch. Voilà. Le système régule autour de la consigne de 90 degrés. Donc je peux effacer par exemple ce signal, maintenant je n'en ai plus besoin. Je peux garder l'erreur, le coefficient d'intégrale, je vais l'enlever. Et je peux afficher tout sur le même. Multichannel, voilà. Celui-là qui est le PWM, je peux l'enlever aussi. Voilà. Donc j'ai une régulation qui est relativement propre autour de mes 90 degrés, l'erreur est stable, et la consigne est stable également. Voilà. Maintenant, si je veux passer donc de 90 à 120 degrés, je vais vérifier que mon asservissement réagit bien. La consigne augmente. La réponse. Voilà. Le système est en asservissement. Voilà. Bon, c'est un petit peu long pour le début. On accélérera par la suite. C'est pour bien comprendre hein, la façon dont on peut utiliser le système, dont on peut le piloter. Voilà. Et là, je vois que j'ai quelque chose d'assez qui se stabilise. Hein, voilà. Encore une fois, je le remonte. Si je veux arrêter cette simulation, je reviens à l'état 0. Je réinitialise mon système. Voilà, tout est revenu à 0. Maintenant, je vais par exemple limiter ma commande maximum à 50%, j'étais à 80%, et je vais relancer un test. Donc, pour relancer l'autotuning, je me mets à l'état 20. Je me mets à l'état 20 et le système va démarrer. Alors, je vais réafficher. Oui, voilà. Donc on voit bien, la commande maximum, elle est à 50%. Alors la trace s'est arrêtée, pourquoi? Voilà. Je vais remettre l'état d'avancement de l'autotuning. Voilà, l'autotuning est terminé. Je suis en asservissement, donc je peux enlever ceci, remettre en multichannel. Voilà, donc à présent j'ai un asservissement avec une commande qui ne peut pas aller au-delà de 50%. Tout se passe bien, hein, comme tout à l'heure. Si je remets une consigne de 120, il va y aller. Voilà, on voit la commande sature donc à 50%. Puis le pays va faire son travail. Voilà. Voilà. Donc, ceci, c'était pour vous montrer un petit peu l'utilisation de cette simulation. Revenons sur le sommaire. Donc, après cette démonstration, je vais vous montrer comment j'ai modélisé le système à piloter, comment j'ai pu faire cette simulation. Donc, je vais sortir d'ici. Alors, un système thermique, généralement, c'est un système du troisième ordre. Pour faire simple, j'ai considéré mon système thermique comme étant un retard pur, un gain statique, suivi de deux premiers ordres. Ça vaut ce que ça vaut, c'est la façon que j'ai choisi, une façon simple de modéliser un process thermique. Donc, ceci, je l'ai mis sous forme de function block. On peut aller regarder dans le détail comment est-ce qu'on fait un retard pur. Un retard pur, c'est tout simplement une table où on rentre des points et où on les lit en retard. De même, on peut aller voir comment est codé le premier ordre. Bon, rien de très complexe. Une remarque cependant, les process thermiques ont souvent des temps de refroidissement plus lents, des inerties plus lentes au refroidissement qu'à la montée en température. Donc j'ai ici une option où je peux avoir un temps différent quand je suis en refroidissement
par rapport à la chauffe. Donc, c'est-à-dire que la constante de temps de ce premier ordre, je la multiplie par 3 quand je suis en refroidissement. C'est une façon simple d'avoir un système un petit peu perturbé et de ne pas être dans un cas d'école trop simple, trop loin de la réalité. Voilà. Je reviens sur mon function block de système. Donc ce function block, il admet en entrée un paramètre, donc un signal d'entrée. Il admet donc les deux temps de réponse pour les deux premiers ordres. On lui donne la période d'échantillonnage en secondes. On lui donne le gain statique. On lui donne le retard que l'on souhaite. On lui donne un offset, ce que j'appelle un offset 0. C'est typiquement quand je ne commande rien, eh bien je lui demande de sortir 25. 25, c'est à peu près une température de 25 degrés. Donc voilà, le système à vide, on ne le pilote pas, on ne commande pas, il va nous renvoyer une température de 25 degrés. Puis un booléen pour donc voir si on veut des constantes de temps différentes quand on chauffe et quand on refroidit, ce que j'ai expliqué. En sortie, eh bien, on a le signal de sortie de ce système. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la trace, sur la démonstration, la modélisation du système à piloter, à tester, à réguler. Le function block d'auto-tuning. Le function block d'auto-tuning, on va le trouver ici. Donc c'est quelque chose que j'ai récupéré, que j'ai un petit peu réécrit, mais qui est, comme je vous disais, l'implémentation de la méthode des relais. Je ne rentre pas dans le détail pour le moment. Le code est très facile à lire. Je vous laisse de regarder dans les détails si ça vous intéresse. C'est une machine à état. Donc il chauffe en tout ou rien avec les valeurs max ou il arrête de chauffer. Il fait un certain nombre de cycles pour déterminer ses temps et ses valeurs caractéristiques. Puis à la fin, voilà, en fonction du choix qu'on aura donné, si on veut un PID ou un PI, dans l'exemple que je vous présente là, je ne travaille qu'avec du PI. Voilà. En fonction de ce qu'on souhaite, PI ou PID, on a différents critères et on détermine les valeurs à la fin de la machine à état. Je ne rentre pas plus dans les détails pour le function block d'auto-tuning, ce n'est pas l'intérêt pour le moment. Le fonctionnement. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail de la démonstration que j'ai faite, la boucle ouverte, l'auto-tuning et la boucle fermée une fois qu'on a choisi les paramètres. Donc ça, on va le trouver dans le SR main. Donc, dans le SR main, quand on est à l'état repos, donc si vous vous souvenez, c'est cette valeur de l'état du graph set que je configure ici. À l'état 0, il ne se passe rien, on attend. Quand je force l'état 10, je passe en boucle ouverte. Donc c'est pour vérifier le comportement de mon système en boucle ouverte. Donc en boucle ouverte, je vais, pour simplifier, je vais avoir une sortie égale à K fois l'entrée, K étant le gain statique du système. Là, j'ai configuré un gain statique de 2,5. Donc quand je rentre une consigne, par exemple à 100%, j'aurai l'entrée, donc 100 multiplié par le gain statique 2,5, ça fera 250, plus mon offset 0 que j'ai mis à 25, donc 275. Ça, c'est la sortie finale de mon système en boucle ouverte. La boucle ouverte n'a pas d'intérêt dans notre cas. Quand je lance l'état 20 va configurer une sortie, donc un target point à 90, en l'occurrence 90 degrés, puis il va passer à l'état 30, le temps de faire fonctionner le function block d'auto-tuning jusqu'à ce qu'il soit terminé. Quand le mode d'auto-tuning est terminé, je vais à l'étape 40, et à l'étape 40, là je suis réellement dans le mode de régulation PI. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails du code, il est très facile à comprendre quand on le lit.
On calcule l'erreur, on l'intègre, on calcule la consigne en fonction du coefficient proportionnel et du coefficient intégral. Je rajoute derrière une saturation, donc ma consigne va être quelque part quelque chose compris entre 0 et 100, qui va être un pourcentage de PWM, et je vais borner cette consigne entre 0, si je dois faire une commande, si je dois quelque part refroidir mon système, eh bien je ne peux pas envoyer une commande négative à ma résistance de chauffe pour faire du froid. Ça, c'est pas possible. Dans le meilleur des cas, je peux ne pas la commander. Donc, si ma consigne devait être inférieure à 0, je la sature à 0. De même, je peux vouloir ne pas donner trop de dynamique, donc limiter ma commande max. C'est ce que je fais ici. Et une fois que j'ai déterminé une commande, derrière, je crée la génération de mon PWM. Alors, PWM, j'ai fait quelque chose de simple. On peut commander entre donc 0 et 100. Je fais une mise à jour toutes les 10 millisecondes. Donc, ça me fait une fréquence de 1 Hz. 1000 millisecondes divisé par 10 millisecondes, ça fait 100 valeurs possibles. Donc, PWM 0,100 à 1 Hz. Et enfin, derrière, j'attaque le système que j'ai modélisé. Donc, quand on voudra réellement piloter un système de chauffe, on enlèvera donc ce FB système qui est la simulation du système réel et on ira piloter cette fois directement la sortie tout ou rien. La sortie tout ou rien, ce sera 100. Le signal, il sera true ou false pour une sortie digitale. Et en retour, on ira lire sur une entrée analogique, par exemple, ce que j'appelle ici signal 1, qui me sert dans le calcul du PID. Voilà. Je calcule l'erreur comme étant le set point moins le signal 1. Je ne rentre pas dans le détail, donc dans le système réel où il faudra mettre à l'échelle ce signal 1, là mon système il est bien fait, je considère qu'il me renvoie directement une valeur en degrés. Je rappelle, j'ai un gain statique de 2,5 avec un offset de 25, donc j'ai une valeur qui va varier entre 25 et 275. Je vous laisserai faire la mise à l'échelle pour le système réel, rien de compliqué là-dessus. Voilà pour le fonctionnement du programme. Maintenant, pour les différents essais, eh bien, il faut essayer le plus possible de se rapprocher d'un système réel. Et un système réel, c'est un système qui réagit mal, entre guillemets, c'est-à-dire un système qui va être difficile à piloter. Donc j'ai imaginé, et c'est celui qu'on a testé tout à l'heure, un système assez rapide, assez simple, c'est-à-dire des constantes de temps de 5 et 10 secondes avec un retard de 0,1 seconde. Une commande max à 80 sur 100 et des temps de réponse identiques à la chauffe et au refroidissement. Là, on voit bien qu'on est dans un cas de figure théorique idéal. Dans ce programme, je vous laisserai commenter, décommenter les différents cas que vous souhaitez. Je vais tout de suite aller vers le cas le plus critique. Donc le cas le plus critique, c'est des temps de réponse assez éloignés, donc 5 secondes, 30 secondes. Je crois, si je me souviens de mes cours d'automatique, quand on a comme ça une cascade de 2 premiers ordres avec on va dire 2 pôles suffisamment éloignés, on a le droit de négliger le plus rapide des deux. C'est-à-dire que si votre système il a un rapport 10 entre les deux temps, on peut négliger le plus rapide. Si j'avais par exemple 5 secondes et 50 secondes, je pourrais négliger le premier ordre de 5 secondes. Un retard pur de 1 seconde, là je suis très optimiste. La réalité montre qu'on est plutôt vers entre 5 et 10 secondes pour le retard pur du système. Et des temps de réaction, des temps de réponse différents à la chauffe et au refroidissement. Donc le cas numéro 4 est vraiment le cas le plus critique. Je vous laisserai bien évidemment essayer le programme, le tester, vraiment, comprendre l'influence de ces différents paramètres, de ces différents temps pour
comprendre quel paramètre impacte sur quel résultat. Bien, comme vous avez pu le voir dans la première présentation, ces simulations prennent relativement beaucoup de temps. Donc, j'ai préparé les résultats que je vais vous présenter et nous allons directement les regarder dans les traces. Je vous mettrai également les traces à disposition. Donc ici, alors j'ai appelé ça les différents cas de figure et je les ai synthétisés dans une feuille Excel. Je vous la mettrai à disposition également. Donc K1, K2, le cas numéro 3, le cas numéro 4, avec différents cas de figure de retard pur, 100 millisecondes, 1 seconde. Les cas numéro 1 et 2, ils ont les mêmes temps de réponse à la chauffe et au refroidissement. Les cas numéro 3 et 4, ils ont des temps de réponse différents. Et j'ai pris comme hypothèse, comme scénario, un temps de refroidissement 3 fois plus grand que le temps de chauffe. Encore une fois, c'est un modèle parce qu'il m'en fallait un. Je ne prétends pas qu'il soit réel, je ne prétends pas qu'il soit universel. Chaque système de chauffage, chaque machine aura ses spécificités. Le gain statique, comme nous l'avons dit, 2,5. Ce qui permet donc avec un offset à 25 de pouvoir monter à une température théorique maximale de 275 degrés. Encore une fois, à ajuster avec votre système de chauffage, votre machine. Ensuite, j'ai voulu faire différents cas de figure dans chaque cas, c'est-à-dire saturer la commande maximale du PWM soit à 80%, soit à 50%. Et pour le dernier cas, je suis même descendu jusqu'à 30%. Le set point, j'ai pris là encore quelque chose qui m'a semblé un cas assez courant, enfin tout du moins un cas que j'ai vu. Hein. Là je vous parle de choses que j'ai vraiment implémentées sur une machine. Donc une chauffe à 90 degrés et un passage de 90 à 120 degrés pour analyser la réponse du système du PID, pour analyser le comportement du système en conditions réelles sur un échelon de consignes. Donc, dans ce tableau de synthèse, j'ai mis directement, encore une fois, pour gagner du temps dans la présentation, les overshoots pendant que l'on fait l'autotuning. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on peut imaginer que vous ayez à concevoir un système de chauffe où vous ne tolérez pas un overshoot trop fort, trop important pendant la phase d'autotuning. Ça, je ne sais pas le dire moi pour l'instant, ça fait partie des choses qu'il vous faudra déterminer pour mettre en place cet autotuning et je dirais le paramétrer. Donc on voit qu'en fonction du paramétrage, on a plus ou moins d'overshoot. Dans cette synthèse, j'ai considéré qu'au-delà de 10 degrés c'était critique, entre 5 et 10 degrés c'est limite et moins de 5 degrés, j'ai considéré que c'était acceptable. J'ai synthétisé également, donc toujours pareil, en fonction des différents critères, les temps nécessaires pour faire l'autotuning. Je suis à peu près certain que dans votre système réel de chauffe, la dynamique sera beaucoup plus lente, donc il faudra plus de temps pour faire fonctionner l'autotuning, déterminer les paramètres du PI ou du PID. Mais voilà, pour la simulation, c'est déjà bien assez long, donc voilà. Ensuite, j'ai relevé l'overshoot quand on fait un passage de 90 à 120 degrés. Donc, avec des overshoots acceptables pour les systèmes relativement rapides, des overshoots qui le sont moins pour des systèmes plus lents, avec effectivement une conclusion sur la stabilité. Je reviendrai en fin de présentation sur donc ici ces cas de figure-là qui ne sont pas optimum et probablement non acceptables dans votre cas réel. Ce sera le mot de la fin, je vous donnerai la conclusion plus tard, mais n'allons pas trop vite. Donc, ici, donc c'est les résultats. J'ai commencé par la synthèse. Maintenant, je vais aller dans le détail et encore une fois, je vous mettrai à disposition ces traces si vous souhaitez les regarder. Mais je suis persuadé que vous créerez les vôtres avec le système réel. Donc ici, le cas numéro 1, le premier test, donc c'est en boucle ouverte. On voit
Ici, donc, la machine à état d'autotuning ne fonctionne pas. On n'a pas d'asservissement PID, donc l'erreur et l'intégrale ne servent pas. Et je vois ici donc un système de chauffe où j'ai mis comme consigne 90. La courbe bleue donc, est à voir comme la consigne, la valeur analogique. La courbe verte est à voir comme le PWM. Donc on retrouve bien une fréquence de 1 Hz, un rapport cyclique de 90%, puisque ma consigne est à 90. Et en rouge, je vois la réponse de mon système en boucle ouverte. Et je vois effectivement que je monte. Donc ça ressemble à une réponse du premier ordre. Hein. Je ne suis pas allé forcément assez loin, mais je devrais aller chercher ici, tangenter une asymptote à 275. Encore une fois, gain statique 2,5 plus un offset de 25. Voilà. Peu d'intérêt, mais ça me permet de vérifier quelque part la cohérence de mon système en boucle ouverte. Ici, je vois bien un temps à la chauffe qui est égal au temps de réponse au refroidissement. La trace numéro 12, donc on va voir ici l'auto-tuning donc qui fonctionne. La première courbe, c'est le graphe d'état. Donc l'auto-tuning se produit dans cette phase-là. Alors sur un exemple, je vais zoomer pour bien le comprendre. On part de la température ambiante 25 degrés. On commence par mettre la consigne maximale. Donc dans notre cas, 90. Et l'algorithme d'auto-tuning va maintenir cette consigne maximale jusqu'à dépasser la consigne cible, c'est-à-dire 90. Puis, on va annuler la commande, c'est-à-dire qu'on va mettre 0. Le système va réagir, il va continuer un petit peu à chauffer, puis il va refroidir. Quand on arrive en dessous de la consigne qui est de 90, on recommence un système de chauffe, etc., etc. Et ça, on le fait jusqu'à avoir donc nos 4 séquences de chauffage. À l'issue de ceci, le programme, revenons dessus, le programme du function block d'auto-tuning détermine les paramètres PI ou PID. C'est ce qu'on trouve à la fin du code qu'on voit ici. Donc ces valeurs, je ne les invente pas, elles sont issues de ce document. Voilà, quelque chose qui est classique dans la méthode des relais. Je reviens sur les courbes. Donc là, la première partie, c'est l'auto-tuning. Et derrière, on voit que dès que l'auto-tuning est terminé, on rentre en régulation. Voilà. Donc on a encore un petit peu d'oscillation thermique, mais on voit que voilà, la consigne, le système est stable, tout se passe bien. Ensuite, je fais un échelon de consigne pour aller de 90 à 120 degrés. La commande va à son maximum, puis se régule, on a un overshoot, etc. On se régule. Voilà. Donc, on a la réponse avec les paramètres du PID de l'auto-tuning. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. On a de l'overshoot, on a du temps de réponse, etc. C'est une réponse du système. Donc ça, il faudra faire des essais dans votre système de chauffe à vous. Il vous faudra voir si la réponse est satisfaisante, si elle est stable. Donc, le premier test en boucle fermée, j'avais une commande qui pouvait aller jusqu'à maximum 80%. Ensuite, j'en fais une qui peut aller, que je sature à 50%. Voilà. C'est le même principe. J'ai une phase d'auto-tuning, j'ai une phase de régulation à 90, une phase de régulation à 120, puis je reviens à 90. Alors, j'ai fait ça pour les différents systèmes. Je vais accélérer un petit peu plus vite, un petit peu. Le cas numéro 1, c'est le cas le plus simple. Je n'ai quasiment pas de retard pur et j'ai un système qui est relativement rapide et symétrique. Le cas numéro 2, je mets un retard pur. Donc on va avoir quelque chose d'un petit peu moins stable, d'un petit peu plus oscillant. Si je vais sur les courbes, donc le cas numéro 2,
j'ai un retard pur d'une seconde, on commence à le voir sur la réponse en boucle ouverte. Oui, ça se voit, pas forcément. Enfin, le retard pur d'une seconde y est. La réponse boucle fermée, l'autotuning et la réponse boucle fermée avec une limitation de commande à 80%. Voilà, bon, j'ai des choses qui oscillent un petit peu. Et avec une limite à 50%, des choses qui oscillent un petit peu moins. Donc, on commence à voir qu'en limitant la consigne, on peut atténuer les oscillations. Et on retombe sur un grand classique de la régulation. Quand on diminue le gain, on diminue les oscillations, l'instabilité. La contrepartie, c'est qu'on diminue la dynamique. Voilà. Mais un système thermique, bon, on peut peut-être accepter une dynamique de plusieurs minutes quand on met en route la machine. Les machines de chauffe, souvent, sont des machines qui fonctionnent en continu. On peut accepter que le lundi matin, il faille quelques minutes, je dirais même quelques minutes de plus pour que le système thermique se stabilise. Voilà. On continue dans les difficultés. Donc le cas numéro 3 est un système dissymétrique, on va dire sans retard pur. Donc ça va être sur les traces. Alors 31 en boucle ouverte. Là c'est intéressant. On voit bien effectivement la dissymétrie entre la chauffe qui a une certaine dynamique et le refroidissement qui a une dynamique 3 fois plus petite. Donc là on représente bien les différences de dynamique. Si je reprends un système symétrique, voilà, le temps de chauffe est égal au temps de refroidissement. En dissymétrie, c'est pas ça. Voilà. Trace 32, donc autotuning, puis régulation, une phase de régulation à 90, une phase de régulation à 120 et un retour à 90. Regardons l'allure générale de la réponse. Donc on va enlever la machine à état, on va enlever ici le coefficient intégral, on va enlever le PWM et on va se mettre sur le même voilà. Voilà, on voit le passage donc de 90 à 120 degrés, on a un overshoot. Alors encore une fois, est-ce qu'il est acceptable? Ça, c'est à vous de le voir. On voit les oscillations sur l'erreur sur la consigne. Globalement, on a malgré tout un système qui est stable, avec une commande que l'on sature à 80. Si je fais la même chose sur la commande que je sature à 50%, j'enlève l'intégrale, le PWM, et je me mets sur le même canal. Voilà. Eh bien, là, c'est très intéressant. Je vois que quand je limite à 80%, je vais avoir un overshoot où je vais monter à 135-136 degrés, si je mets le curseur. Voilà, je vais monter ici à 136, et quand je limite à 50%, eh bien, j'irai un petit peu moins haut. Voilà, je vais limiter à 129. Voilà, avec des oscillations. Bon, c'est pas, la différence n'est pas flagrante. Je pense que sur un système réel, on devrait voir un impact de cette saturation sur les oscillations. Ici on n'en voit pas. On a peut-être plus d'oscillations et de fréquences plus élevées quand la consigne est plus basse. Voilà. Et donc je continue sur le test suivant. Donc j'ai une dissymétrie avec un retard plus important. Je reviens sur ma synthèse. Le cas numéro 4, c'est selon moi le plus critique, retard pur d'une seconde avec dissymétrie sur les temps de réaction. Et donc je fais ici, le premier cas, j'ai une limitation à 80% de mon PWM. Pareil, je vais zoomer sur les courbes qui m'intéressent. Voilà, donc là, quand je limite à 80%, bon, j'ai toujours un overshoot assez important et une ondulation de température voilà, qui est là et qu'il va falloir gérer. Encore une fois, je reviendrai en fin de présentation sur les façons d'améliorer ça. De même, si je limite à
à 50%. Donc c'est le cas numéro 43. Je fais la même chose. J'enlève ça. L'intégrale, le PWM, je fusionne. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est la comparaison toujours. Hein, voilà. Donc, je vois que plus j'ai du gain ici, donc je peux monter jusqu'à 80%, plus je vais avoir d'overshoot, mais plus vite j'atteindrai la stabilité. Quand je diminue ma commande, moins d'overshoot, mais la stabilité met plus de temps à arriver. Et si on va sur le cas, donc le dernier cas, hein, j'ai voulu aller même jusqu'à une limitation à 30%. 30%. Donc là, c'est donc toujours le même principe, moins d'oscillation, enfin, pardon, moins d'overshoot, mais une oscillation qui n'est pour moi, un système comme ça, il est instable. Hein. On voit qu'au bout de 3-4 minutes, on a toujours une oscillation. Alors, il faut voir si c'est acceptable d'un point de vue du process, d'un point de vue de la régulation thermique à faire, mais voilà, on peut avoir des cas de figure où cette oscillation, elle est préjudiciable. Voilà. Alors, on aurait beaucoup à regarder sur toutes ces courbes, et c'est un travail qui est long. Hein. Donc, vous voyez là, hein, typiquement, un cas comme ça, il y a 15 minutes de trace pour avoir une réponse, pour avoir une trace analysée. C'est pour ça que je l'ai fait de manière préparatoire, et je vous livrerai en même temps que le programme ces traces que vous pourrez regarder, que vous pourrez analyser. Donc, maintenant, si on vient sur la synthèse, et c'est ça qui va être intéressant, eh bien, on va voir que, en fonction de tout ça, on a un système qui est stable ou qui est instable. On va avoir un système qui va avoir du dépassement ou qui n'en aura pas trop, quelque chose qui sera acceptable ou non. La conclusion de ceci, c'est que plus on va diminuer la commande maximale, plus on va diminuer l'overshoot. Ben oui, c'est une évidence en régulation. Moins il y a de gains, moins il y a de dépassement. Plus on diminue la commande maximale, plus on accélère l'autotuning pour les systèmes dissymétriques. Eh bien, c'est un corollaire de la première conclusion, c'est qu'on va diminuer l'overshoot, donc diminuer comment dire, le temps pour revenir aux valeurs autour du point de consigne, donc on va accélérer l'autotuning. Et je dirais l'inconvénient de la réduction du gain, c'est qu'on va avoir plus d'oscillations. Hein, c'est ce qu'on a vu sur les dernières courbes. Plus je limite ma consigne du PWM, plus les oscillations vont durer longtemps. Voilà pour la présentation des résultats. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, encore une fois, je suis dans une simulation, dans un cas théorique, les systèmes réels sont beaucoup plus complexes et difficiles à stabiliser que les systèmes de simulation. Le premier point, et là encore, c'est quelque chose que j'ai vu réellement sur des machines, pensez toujours à soigner votre câblage. On peut avoir la meilleure des régulations, le meilleur des autotuning, si on a un signal de retour de température qui va osciller de plus ou moins 5 degrés parce qu'il passe à côté d'un câble moteur, parce qu'il est dans le même câble que la commande PWM du système de chauffage, ça ne sert à rien. On régulera à partir de données fausses, donc ça ne pourra pas marcher. J'ai le cas de figure donc, où le retour de signal analogique 0,10 volts de température était dans le même câble que la commande où on commutait plusieurs ampères. Eh bien, autant vous dire que ce signal de température, il bougeait de plus ou moins 10 degrés, donc ça n'avait aucune valeur. Le simple fait de séparer dans deux câbles distincts, ça a immédiatement amélioré la qualité du signal, donc la qualité de la régulation. Si malgré cela, vous avez une température qui est bruitée, hein, qui oscille à chaque échantillon peut-être de 2 ou 3 degrés, pensez à rajouter un filtre sur la température de retour. Ça va réduire la dynamique et rajouter une source d'instabilité, mais ça sera beaucoup plus facile à analyser. Il vaut peut-être mieux rajouter 1 ou 2 ou 5 secondes de retard sur le système, mais avoir une donnée stable, c'est beaucoup plus facile à traiter. Le point suivant est très important.
Et c'est, je dirais, la conclusion de ce qu'on voit sur cette synthèse, c'est que ici, donc vous l'avez bien compris, j'ai une tâche qui tourne à 10 millisecondes, je fais un asservissement à 10 millisecondes pour travailler sur des systèmes qui ont des temps de réponse de 30 secondes. C'est un contresens. C'est un contresens. Alors on aime bien, quand on travaille sur le LMC, quand on travaille sur un automate, on aime bien aller vite. Et pour les besoins de cette présentation, pour pouvoir travailler à la fois sur des systèmes rapides et des systèmes moins rapides, je dirais, j'ai travaillé sur une régulation à 10 millisecondes, mais très souvent, ça n'a pas de sens. Et cet asservissement trop rapide, trop décorrélé de la dynamique réelle du système, eh bien, crée l'instabilité que l'on voit sur les courbes que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que si au lieu d'avoir un contrôle commande à 10 millisecondes, si j'avais un PID à 100 millisecondes, voire une seconde, j'aurais beaucoup moins d'instabilité. Voilà. Donc pensez-y, adaptez toujours la régulation à la dynamique du système à asservir. Le point suivant est une évidence, baisser le gain pour être stable, c'est ce qu'on apprend dans nos premiers cours d'automatique, voilà, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Le point suivant, PI, PID, alors effectivement on parle très souvent de PID, la réalité du terrain montre qu'un bon PI vaut mieux qu'un mauvais PID, la composante dérivée amène toujours de l'instabilité, donc il vaut peut-être mieux être un petit peu moins dynamique sans passer, mais avoir un système stable. Le point suivant, je l'ai dit en tout début quand j'ai présenté la commande du PID, c'est de supprimer l'action intégrale lorsque l'erreur est trop importante. Alors ça c'est très important et c'est une façon de limiter les pompages dans la régulation. Donc c'est ce que je fais dans ma commande de PID. Je vous le montre. C'est ici, voilà. Donc, lorsque la valeur absolue de l'erreur dépasse 10, c'est-à-dire quand ma température diffère de plus de 10 degrés de ma consigne, je supprime l'intégrale. Je supprime l'intégrale. Je passe en simple régulateur proportionnel. Hein. Je commence à prendre en compte l'action intégrale quand je suis à moins de 10 degrés de la cible. Ici, ce sera à vous, je dirais, bon, éventuellement, vous pouvez ne pas mettre ceci, hein, vous pouvez le commenter, faire des essais, mais vous verrez, si vous laissez tout le temps l'action intégrale, vous allez avoir des systèmes qui s'emballent et qui mettent beaucoup de temps à se stabiliser. C'est une astuce, ça vaut ce que ça vaut, à vous de le tester sur votre système réel. 10 degrés, on pourrait mettre 5 degrés, on pourrait mettre 2 degrés si on a des systèmes très rapides avec une très faible inertie. Encore une fois, c'est à vous, en fonction de votre système, de la dynamique, de l'inertie, de régler ce paramètre-là. Voilà, et on arrive au bout de cette présentation, et je dirais en guise de conclusion, avant de partir dans le réglage des gains, avant de partir dans un auto-tuning, et est-ce qu'il en faut un, avant toute chose, est-ce qu'il en faut un, eh bien peut-être réfléchissez à l'analyse de votre système, quelle est sa dynamique, quelle est son inertie, quelle précision vous attendez, quelle stabilité ou quelle oscillation vous tolérez, quel temps de réponse vous voulez, et ces questions-là vont vous permettre de régler, je dirais, la commande maximale du PWM, ça va vous permettre de régler le seuil à partir duquel vous supprimez l'action intégrale ou non, si vous la laissez tout le temps, etc., etc. Voilà, beaucoup de questions. Ça va vous permettre aussi de définir à quel échantillonnage vous faites la régulation. Hein. Est-ce que vous le faites à 100 milli, à 50 milli, à 1 seconde, à 5 secondes? Voilà, toutes ces questions-là vont vous permettre d'amener des éléments à l'architecture de votre régulation.
Nous arrivons au bout. Je vous livrerai donc ce programme, les traces de simulation et le fichier Excel de synthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Nous pourrons regarder ensemble si vous n'arrivez pas à la stabilité de votre système. Je vous remercie.